Anaïs Mohuerin et merci d'avoir bien voulu participer à l'une de ces entrevues qu'organise la revue Entretemps. Donc vous êtes, Anaïs Mohuerin, historienne de la photographie, historienne plus spécifiquement des usages de la photographie dans les sciences sociales au XXe siècle, ethnologie et anthropologie en particulier. Et vous vous êtes intéressé d'abord au fonds d'archives photographiques de l'ethnologue africaniste Georges Duchemin. Vous êtes intéressé ensuite au lien entre ethnologie et photographie dans le premier XXe siècle, entre les années 1930-1960, autour notamment des photothèques du musée d'ethnologie du Trocadéro, puis du musée de l'Homme, qui sont justement au cœur de l'ouvrage À l'épreuve des images, que vous avez publié récemment aux presses universitaires de Strasbourg. Et depuis, vous vous intéressez plus largement à d'autres de ces collections de photographies et photothèques, que ce soit la photothèque du laboratoire d'anthropologie sociale, la photothèque de l'Institut français puis fondamental d'Afrique noire, l'IFAN de Dakar, ou plutôt à ce que vous qualifiez de constellation photographique autour de la dispersion de ce fonds photographique, mais également au fonds photographique des musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles, dont vous êtes chargé de conservation à côté de votre poste d'assistant professeur de l'université de Gand. Donc nous allons revenir plus longuement sur ces collections muséales, sur ces photothèques qui sont au cœur de vos travaux, mais j'aimerais plutôt commencer par la fin avec une question qui nous intéresse tout particulièrement à Entretemps, qui est la question des liens entre recherche historienne et les enjeux politiques actuels dans lesquels cette recherche est enchâssée. Car vous vous êtes intéressé, Anaïs Mohuerin, non seulement à l'histoire de ces photographies sur le premier XXe siècle, mais aussi aux enjeux éthiques, politiques qui s'agitent aujourd'hui autour de ces photographies. Vous êtes attentive notamment aux prudences dont il convient d'user avec ces documents, attentive aussi aux demandes de restitution dont font l'objet ces photographies, aux expériences aussi de retour des photographies dans les communautés sources et à leur intérêt heuristique, aux contre-histoires qu'elles permettent de faire surgir. Alors, sachant qu'en même temps, vous usez, je crois, d'une certaine prudence vis-à-vis de lectures trop militantes de ces photographies, qui les réduiraient à n'être que l'indice et l'instrument d'une domination et d'une violence coloniale. Je voulais vous demander comment vous vous situez face à ces différents enjeux contemporains qui s'agitent autour des photographies que vous avez étudiées, comment ils influencent la manière dont vous-même abordez ces documents et la voix peut-être que vous-même voulez porter dans ces débats à partir de vos travaux. Merci pour cette question qui est un peu une énorme question, qui est tout à fait, enfin, qui est à la fois centrale et en même temps compliquée à saisir en tant que telle. C'est une question à laquelle je me confronte en particulier en ce moment autour précisément des photographies de l'Institut français d'Afrique noire, dont vous avez un peu parlé. Il y aurait beaucoup de choses à dire, donc j'essaye un petit peu de remettre les choses dans l'ordre, mais ce qu'on essaye de faire, en fait, autour de ces photographies de l'Institut français d'Afrique noire, on a monté un projet avec des collègues, d'abord ici en France, pour précisément essayer de cerner la façon dont les photographies héritées de cet institut sont encore aujourd'hui largement en Afrique de l'Ouest, c'est un institut colonial, mais également en partie en France, parce que des chercheurs de cet institut ont ramené des photographies en France. Enfin, il y a des processus historiques qui ont fait que les photographies liées à cet institut colonial sont aujourd'hui disséminées entre la France et l'Afrique de l'Ouest. Et une des questions au cœur du projet, c'est précisément comment on gère cette dissémination et aussi comment on arrive à travailler avec des collègues africains sur ces patrimoines photographiques, ces patrimoines coloniaux. Quel est l'enjeu aujourd'hui de réouvrir en quelque sorte ce patrimoine colonial? Qui est légitime pour le regarder, qui est légitime pour décider ce qu'on va faire avec ces images, par exemple. Et tout l'enjeu, là, on est vraiment à la phase préliminaire du projet.
Tout l'enjeu est aussi de trouver des manières de véritablement collaborer avec les collaborateurs africains, c'est-à-dire aussi comment on monte, par exemple, des projets de recherche qui intègrent pleinement des collaborateurs d'Afrique de l'Ouest, et il s'avère que c'est finalement pas si facile que ça, parce que disons que les organismes financeurs de la recherche en France ou en Europe sont pas toujours, disons, conçus pour permettre de véritables collaborations à niveau égal, disons, avec des collaborateurs africains, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est vraiment disons, même le niveau administratif presque de comment on peut faire de la recherche en étant un peu tous sur le même pied d'égalité et en partant et en regardant des fonds photographiques qui sont comme ça entre plusieurs régions du monde qui ont des passés évidemment complexes. Et ça fait écho à ces questions de restitution, si on peut dire, de photographie. D'une certaine manière, on va dire que ça fait écho à ça, même si on n'est pas tout à fait dans la même problématique que ce qu'on peut retrouver avec d'autres régions du monde où on a des revendications, par exemple, de peuples autochtones qui revendiquent des droits sur la manière dont on gère des fonds photographiques. C'est des choses qu'on va plutôt retrouver en Australie, en Amérique du Nord, par exemple. C'est des choses qui sont beaucoup moins présentes en France. Et par ailleurs, en général, c'est des choses qui sont relativement bien gérées. Enfin, on arrive à le faire parce que la question se pose pas du tout de la même manière que pour les objets, par exemple, quand il s'agit de restituer des objets, dans la mesure où les photographies ont quand même cette particularité de pouvoir être reproduites et de circuler facilement. Donc en fait, on est dans des enjeux politiques qui sont quand même beaucoup moins forts qu'avec les objets. Et c'est des questions plus récentes et en général ça passe par des dialogues entre des institutions détentrices, des anthropologues, des communautés sources comme vous avez dit, et ça prend du temps, mais disons que le dialogue est plus simple autour de ce genre de corpus, d'autant qu'en général disons que les matériaux originels, les négatifs, les plaques de verre sont pas forcément l'objet des revendications. Souvent avoir des images, si je puis dire, avoir des copies suffit en quelque sorte à mettre un peu tout le monde d'accord pour regarder ces photographies-là, sachant que plusieurs corpus de mêmes images peuvent faire l'objet d'usages différents et de lectures différentes, et tout ça peut cohabiter en réalité. Voilà. Donc il y a ces difficultés effectivement qui tiennent à la restitution des documents, à la légitimité à les posséder, à en parler, justement à la diversification des groupes de recherche qui prennent en charge ces documents. Je suppose que vous avez aussi été confronté à la difficulté dont on a beaucoup parlé autour d'autres projets éditoriaux au cours des dernières années, de publication, de republier, de redonner à voir ces images dont vous avez dit qu'elles constituent un patrimoine colonial, mais qui sont aussi le résultat d'interactions asymétriques que vous étudiez, dont vous prenez en charge les dimensions de violence, parfois de domination, mais dont vous montrez aussi qu'elle ne se réduit pas uniquement à cela. Peut-être pourriez-vous nous en dire plus sur la manière dont l'étude de l'interaction photographique permet d'une certaine manière de désamorcer le geste qui consiste à republier ces photographies aujourd'hui. Oui, je dirais que disons qu'il y a deux niveaux ou deux manières un peu d'aborder cette question de... En fait, ce qu'il peut y avoir de très légitime à vouloir ressortir ces images de domination quand même, enfin, quoi qu'il en soit, on est quand même dans ce genre de rapport, disons, au départ. Il y a en effet des précautions, des manières de montrer ces images-là. Et je dirais qu'en tant que chercheur, peut-être que la première précaution, ce serait de recontextualiser un maximum les productions, à la fois dans le contexte historique, mais aussi dans le contexte, disons, éditorial, le contexte matériel, en fait, des photographies, avec une étude assez fine du document en tant qu'objet, en quelque sorte. Parce que ça renseigne quand même beaucoup sur d'où viennent ces objets, ce qu'on a voulu en faire, les discours qu'ils ont charriés, et ça permet de ne pas seulement regarder l'image et de voir le stéréotype que peut contenir une image, mais de comprendre comment est née cette image, quelle a été la circulation de cette image et la complexité aussi des réseaux d'acteurs qu'il peut y avoir derrière et
comment les images sont enchâssées dans des discours complexes et dans des circulations parfois très complexes. Je ne demande pas de dépolitiser tous les discours qu'on peut avoir sur ces images, et je pense qu'il y a des discours militants qui sont tout à fait légitimes, et que, en fait, ça fait aussi partie de la façon dont on peut faire l'histoire. C'est aussi face à l'émergence de ce genre de discours qu'on peut, derrière, disons, complexifier la façon dont on regarde ces images. Donc je pense que c'est aussi légitime de mettre ça sur la table, en quelque sorte, même si c'est pas forcément fait toujours avec beaucoup de délicatesse, mais ça fait partie du processus, je pense, qui permet de vraiment réfléchir avec ces images. Donc ça serait un premier point. Et je dirais que articulé à ça, ce qu'il est intéressant d'entreprendre et d'essayer de faire, mais qui est quand même très compliqué, c'est d'arriver à revenir un peu au moment des interactions photographiques. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui est délicat à faire, dans la mesure où on a souvent des photographies, on n'a pas souvent des textes ou des témoignages qui viennent un petit peu accompagner ça et qui viennent raconter des situations photographiques, mais on a quand même parfois ce genre de traces-là, en général, qui sont quand même le fruit des gens qui ont pris les photographies, davantage que des gens qui ont été photographiés. Donc évidemment, c'est encore des sources à prendre avec des pincettes, mais qui peuvent néanmoins parfois renseigner un peu sur la complexité de ce moment-là. Et par exemple, à lire des récits de voyage, à lire des récits d'anthropologues aussi, moi ce que j'ai pu faire un petit peu dans mon travail, ça permet en fait à collectionner ce genre de récits, de voir les récurrences, de déconstruire un peu la manière dont les photographes se positionnent et de rentrer un peu dans la finesse des interactions, même si on est toujours dans le discours sur les interactions, évidemment, on n'a pas accès aux interactions elles-mêmes, mais ça permet de complexifier encore une fois qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là dans ce type d'interaction. Et du coup, on peut voir parfois que même les anthropologues peuvent se mettre dans la situation d'être en quelque sorte utilisés par les personnes photographiées pour la production des images, on trouve ce genre de mise en scène, de mise en récit en quelque sorte par les anthropologues, qui c'est aussi une figure à étudier en elle-même, mais ça permet de voir comment la relation, tout ce qui se tisse autour des photographies est plus complexe qu'un simple rapport de domination. Et c'est encore quelque chose, je pense, qu'il faut aussi arriver à historiciser dans le temps, mais c'est un travail qui mériterait d'être fait, qui n'est pas encore fait, je pense. Effectivement, il ne s'agit pas du tout de dépolitiser ces questions. Vous avez d'ailleurs appelé, au contraire, dans un numéro de 2017 d'Image and Narrative, à repolitiser les discours sur la photographie. Mais effectivement, je pense qu'à se focaliser ainsi sur le moment de l'interaction, vous arrivez à affiner la compréhension de ce qui se joue dans ces photographies ethnologiques. Et je voulais vous demander dans quelle mesure cela tient ou non à justement la spécificité de ce corpus, de l'usage des photographies en ethnologie, même si le type de photographie que vous mobilisez est malgré tout assez hétérogène, et vous pourrez peut-être nous en dire quelques mots, mais n'y a-t-il pas là un bénéfice de la réflexivité dont font preuve les ethnologues sur leur mobilisation de la photographie qui, j'ai l'impression, en vous lisant, amène sur un certain nombre de points à dépasser effectivement une vision trop unilatérale sur le type de relation qui se joue dans la photographie, comme sur ce qu'est censé montrer et objectiver cette photographie ethnologique. C'est une question intéressante, c'est délicat à percevoir, parce que je pense que la réflexivité dont pourraient faire preuve les anthropologues et les ethnologues sur leur pratique photographique est relativement récente, et daterait de l'après-Seconde Guerre mondiale en quelque sorte. Et encore, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une évidence dans la pratique photographique, il y a une évidence dans la collecte d'images sur le terrain, dans l'usage de l'appareil photo sur le terrain, qui n'est pas toujours articulée à une réflexivité sur qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on produit des photographies, comment on les produit, quel type de relation ça crée avec les interlocuteurs. Mais disons qu'au fur et à mesure où on va réfléchir à ce qui se passe sur le terrain, en effet aux interlocuteurs qu'on a, la relation qui se tisse avec ces gens-là de façon générale dans le travail de l'anthropologie de terrain, au fur et à mesure où il va y avoir on va affiner la compréhension de ce qui se passe, en effet, ça va aussi impacter ce rapport-là à la photographie. Mais c'est quand même un processus assez long, voilà, et en fait, on trouve assez peu de traces de véritable réflexivité sur
les raisons pour lesquelles on fait des photographies, la façon dont on fait des photographies sur le terrain. On trouve déjà d'ailleurs assez peu de traces de façon générale qui parlent de photographie, que ce soit dans les carnets de terrain, que ce soit dans les récits des anthropologues, on en trouve peu. Et quand on en trouve, c'est rarement de façon réflexive, en quelque sorte. Enfin, voilà, c'est des mentions parfois. Donc en fait, il faut rentrer dans ces discours-là, enfin, autant qu'on peut les trouver, et décrypter en quelque sorte ce qui peut être advenu à ce moment-là. Enfin, je dirais que la méthodologie, ce serait plutôt celle-là. Et c'est difficile de s'en remettre aux acteurs pour avoir eux-mêmes une réflexivité sur les enjeux de leur pratique. Oui, effectivement, peut-être pour repréciser la question, je pense que je me demande dans quelle mesure les conditions de scientificité de cette pratique photographique en ethnologie, avec notamment l'injonction par Marcel Mauss dont vous parlez dès le début du siècle à objectiver les prises les conditions de la prise de photographie, ne permet pas à l'historien, même si ça reste bien souvent un impensé pour ces ethnologues, de resituer cette photographie dans le contexte de son interaction, parce que il leur incombait de renseigner aussi, dans une certaine mesure, les conditions de ces prises de photographie. Oui, vous voulez dire qu'il photographie un peu tout, et notamment le terrain et la façon dont il... Enfin, c'est ça, que la manière dont il photographie est pensée, est théorisée, et qu'on a un certain nombre de grilles de lecture à l'intérieur de la discipline sur les raisons pour lesquelles il photographie ce qu'il photographie, ou c'est... Je pense qu'il y a... Je ne dirais pas qu'il y a des grilles de lecture, je dirais qu'il y a il y a peut-être une sorte de culture visuelle qui se façonne au fil des pratiques, et aussi par le visionnage d'images et par la reproduction disons, de schémas visuels qu'on a pu voir. Mais ce qui se voit très bien, c'est qu'on a une grande porosité entre ce que les photographies que peuvent faire les anthropologues dans les années 20-30 et ce que vont faire les photoreporters un peu dans la même période. On pourrait presque parler d'un style ethnographique chez un certain nombre de photographes des années 30 qui partent sur le terrain, donc qui partent voyager, faire des reportages. Mais de fait, dans cette matière photographique qui consiste à photographier, disons, énormément et à saisir le réel un peu sous toutes ses formes, de fait, ce genre de série photographique renseigne aussi sur la façon dont on est sur le terrain, la façon dont on regarde, la façon dont on interagit avec les individus, en effet. Enfin, de ce point de vue-là, regarder les images et se plonger en quelque sorte dans la production d'un chercheur permet de voir aussi comment il se positionne et comment il est sur un terrain, toujours de son point de vue évidemment, si c'est lui qui fait les photographies, mais ça permet en effet de rentrer dans la finesse d'une pratique et de se rendre compte un petit peu le type d'interaction qu'il peut avoir à travers les images elles-mêmes. Mais c'est quelque chose qui ne va pas se limiter aux anthropologues, et notamment si on regarde des corpus de photographes, en fait on peut avoir, notamment de photoreporters dans ces périodes-là, on peut avoir un peu le même type d'image, et la question de la position du photoreporter est aussi une question qui fait vraiment débat en histoire de la photographie, à quel point il y a des choses qu'on peut photographier ou des choses qu'on ne peut pas photographier, et finalement ça va faire écho aussi à ce qu'on peut retrouver en anthropologie. Il y a toujours ces problématiques un peu derrière qui sont finalement assez communes. Effectivement, ces porosités entre la photographie ethnologique et d'autres formes de photographie ressort bien de votre travail, notamment à la faveur de la manière dont vous construisez largement votre propos en suivant les différents usages, les différentes étapes dans la vie de ces photographies, non seulement cette collecte visuelle plus ou moins systématique, effectivement, à laquelle se livrent les anthropologues sur le terrain, mais ensuite les usages savants qui en sont faits, la manière dont ces photographies sont retouchées, annotées, calquées dans des carnets, la manière dont elles sont collectées, classées, leurs usages muséaux, la valorisation muséale, mais également les usages médiatiques qui viennent se greffer sur cette histoire scientifique, avec parfois des histoires assez peu reluisantes d'explorateurs qui préfèrent revendre au plus offrant leur photographie. Je me demandais dans quelle mesure vous avez l'impression que suivre ainsi les vies multiples de ces photographies permet d'ouvrir l'histoire de l'ethnologie et peut-être de révéler les liens entre l'ethnologie et d'autres champs dans les périodes que vous étudiez. Ah oui, en effet, ce que j'ai tenu à faire dans mon travail, c'est un petit peu à combiner différentes manières d'approcher la photographie.
peut-être différentes méthodologies aussi dans la façon d'approcher ce médium, en combinant déjà une grande attention à, disons, la matérialité des fonds photographiques, enfin des corpus photographiques, et notamment des fonds historiques comme ceux de la photothèque du Musée de l'Homme, pour vraiment comprendre la logique historique de classement des photographies, et c'est-à-dire pas seulement regarder les images, mais regarder sur quel support, par exemple, les photographies sont collées, dans quel type de tiroir elles étaient rangées, comment elles étaient classées, c'est-à-dire comment on a donné du sens aux images en les englobant dans un système épistémologique, en quelque sorte, qui viennent vraiment, disons, créer une médiation qui permet d'accéder à l'image. Il me semblait très important, en fait, d'associer ce rapport-là et ce regard-là sur les objets photographiques qui constituent aujourd'hui des archives et auxquels on a encore accès, avec une attention à la photographie imprimée, la photographie diffusée, où disons il est assez fréquent d'étudier ces deux modalités photographiques de façon distincte, alors que précisément, ce qu'on voit à la photothèque du Musée de l'Homme, c'est que l'un des objectifs de ce genre d'archives, c'est précisément de permettre la diffusion sous format, dans des revues, dans des publications, des photographies. Donc en fait, c'était tout à fait cohérent d'aller regarder, à partir de ces corpus-là, comment les images sont diffusées, qu'est-ce qu'on trouve dans les revues, en particulier dans les revues, parce que c'est très intéressant de voir les politiques qui sont menées à cette époque-là, surtout que dans les années 30, c'est un peu le boom de la presse illustrée, on va dire. Enfin, déjà depuis les années 20, mais ça n'arrête pas de prendre de l'ampleur et de prendre de l'essor à cette époque-là. Donc, regarder déjà ces différentes facettes et se rendre compte, en effet, qu'on a des chaînes, en quelque sorte, enfin, qu'on peut remonter des fils entre ces différentes modalités de visualisation des images, combinées également parfois à précisément des modalités aussi d'exposition, en particulier au sein du musée d'ethnographie du Trocadéro ou du musée de l'Homme. Et ça permet de se rendre compte, ces différentes modalités permettent de se rendre compte en fait, des usages multiples qu'on fait de la photographie, des différents discours qu'on veut tenir et comment la photographie est vraiment quelque chose qui devient public et qui devient une modalité de mise en scène aussi d'une discipline, qui est l'anthropologie, avec la conquête d'un public aussi par la photographie, à partir des années 30 et ensuite. Vous parlez effectivement de ces collections, de ces photothèques, de ces musées, et je le mentionnais tout à l'heure, vous avez effectivement travaillé sur un certain nombre de ces institutions. Vous projetez d'étendre, d'élargir encore cette recherche. Je le disais aussi tout à l'heure, vous êtes en même temps chargé de la conservation d'une de ces collections à Bruxelles. Vous avez monté par ailleurs le projet Photifan, donc autour de l'étude de cette photothèque de l'Institut français d'Afrique noire, un projet collaboratif avec d'autres chercheuses et chercheurs. Comment construisez-vous cette histoire de ces collections muséales parfois dispersées, qui impliquent effectivement de se plonger dans la logique épistémique de ces collections? Quel type de démarche ça implique d'étudier ces objets que sont les photothèques ethnologiques? En effet, s'intéresser aux photothèques, c'est s'intéresser à une partie de l'histoire de la documentation, en fait, et à la façon dont on a conçu l'organisation des photographies à une certaine période, en lien aussi avec l'histoire des bibliothèques. Enfin voilà, ne serait-ce que le mot permet vite de faire le lien. Et c'est aussi s'inscrire dans une histoire plus longue, disons, de la naissance des musées de photographie à la fin du 19e siècle, avec une période d'impulsion documentaire, on va dire, qui passe aussi par la collecte d'images dès la fin du 19e siècle, et la façon dont, en France en particulier, ça prend la forme de photothèque. Le mot apparaît dans les années 30, et notamment, enfin disons que celle du Musée de l'Homme sur laquelle j'ai travaillé est l'une des photothèques pionnières en France, ce que j'ai découvert au fil de mon travail. Et à partir de là, en discutant notamment avec des collègues qui travaillent aux Archives nationales, on s'est rendu compte que, disons, inversement, en termes de chronologie, les années 60 marquent, disons, à un autre moment historique, marquent le moment où, encore une fois, on a une forme d'essor des photothèques dans énormément d'institutions, notamment les ministères se dotent tous de photothèques. Aux Archives nationales, ils ont récupéré un nombre incalculable de photothèques, disons, désignées comme telles.
Et donc, une des questions qui traverse un peu mon travail, c'est en fait, quel est cet objet photothèque, sachant que dès qu'on, disons, tombe sur une photothèque, qu'on regarde un peu son fonctionnement, on a rarement affaire à deux fonctionnements pareils. Donc, on a régulièrement des types d'organisations qui diffèrent en fonction des institutions et qui répondent en fait à des usages spécifiques, à des volontés de créer un discours spécifique avec les photographies dans ces différentes institutions. Inversement, on a aussi énormément d'institutions, que ce soit des musées ou d'autres types d'institutions, qui ont des ensembles photographiques qui ne sont absolument pas organisés et qui sont juste, disons, de la documentation qui est collectée en quelque sorte et qui n'a pas fait l'objet d'une vraie mise en forme, disons, épistémologique précisément. Donc, une des questions, c'est à quel moment, quelle institution, quel musée décide de s'investir en quelque sorte dans la prise en charge des photographies, d'en faire disons, un outil en général qui est destiné à un usage, que ce soit interne pour des spécialistes, par exemple, qui viendraient travailler dans un musée, ou parfois qui est beaucoup plus ouvert vers de la diffusion grand public, par exemple. Et on se rend compte aussi que le mot de photothèque a quelque chose d'assez séduisant, et notamment à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a quelque chose de très moderne dans ce terme, qui fait qu'on va l'utiliser sans forcément que derrière on ait quelque chose qui ressemble à une quelconque photothèque. Et c'est quelque chose, alors le travail est encore en cours, mais c'est quelque chose qui semble poindre notamment au laboratoire d'anthropologie sociale, où on trouve dans les archives la mention de ce mot de photothèque. Le laboratoire d'anthropologie sociale ouvre en 1960. Les archives mentionnent le fait qu'on veut monter une photothèque au laboratoire. Mais en réalité, on va avoir des fonds d'archives qui vont arriver au laboratoire, on va avoir des ensembles photographiques, mais qui ne vont a priori jamais être organisés de façon autre que par nom d'auteur pour être accessible aux chercheurs du laboratoire. Donc on a quelque chose de très différent. Il est vraisemblable que le Musée de l'Homme, avec sa photothèque, qui avait quand même une bonne renommée dans la discipline et où tous les anthropologues français venaient déposer des photographies, a joué un rôle disons, un peu influent pour mettre la photographie au premier plan et pour que le mot soit récupéré au laboratoire d'anthropologie sociale. Mais à part le mot, en quelque sorte, on n'a pas vraiment de système de photothèque qui se met en place au laboratoire, il semblerait. Je mets quelques réserves parce que les recherches doivent être encore prolongées sur ce point, mais l'hypothèse de travail est vraiment celle-là pour ce laboratoire. Il y a donc beaucoup de questions de photographie, bien sûr, dans vos travaux et dans votre ouvrage, mais un autre intérêt qui m'a particulièrement frappé est qu'il est question de photographie, toujours parmi d'autres documents. Dans les pratiques savantes des ethnologues que vous étudiez, les questions de photographie parmi le dessin, parmi l'image animée, dans une superposition des usages qui contredit l'idée d'une chronologie trop linéaire qui passerait d'une technique de capture visuelle à une autre de façon purement linéaire. Dans la collecte qu'opèrent ces ethnologues, la collecte de photographies prend place parmi une collecte plus large d'objets, mais aussi de sons, d'images, et dans la mise en scène qu'opèrent les musées que vous étudiez. Ici encore, ces différents types de documents se juxtaposent. Donc, quelle place pour vous occupent les photographies dans ces corpus et quel intérêt y a-t-il à les étudier toujours en les resituant dans ces corpus dans lesquels ils faisaient sens pour vos ethnologues? Oui, en effet, ce qui est tout à fait évident et ce qui est frappant quand on s'intéresse à la photographie, mais je pense que ce serait la même chose si on s'intéressait au film ou au dessin, c'est que il faut vraiment se départir d'une lecture en termes de déterminisme technologique. C'est-à-dire que le dessin, par exemple, reste utilisé pendant tout le XXe siècle. On parlait de l'Institut français d'Afrique noire, encore dans les années 50-60, l'Institut a un dessinateur et va notamment promouvoir, disons, le dessin des objets qui sont collectés, qui sont dans les collections du musée, par exemple. Il va y avoir des fiches comme ça qui sont faites avec des dessins, parce qu'on est toujours sensible à, disons, le détail que permet le dessin. Aussi dans une tradition qui vient des sciences naturelles depuis au moins le XVIIIe siècle, où on a ce travail de la main, ce regard de la main presque qui passe par le dessin. Donc ça, par exemple, c'est une technique qui va continuer à être utilisée, évidemment en se modifiant et selon des modalités différentes, mais disons que la photographie ne remplace pas le dessin, et de la même manière, le film ne va pas remplacer la photographie. On a plutôt une cohabitation, une juxtaposition des usages
en fonction précisément d'objectifs différents, de publics différents. Donc c'est intéressant de voir précisément comment un anthropologue va faire du film, faire de la photographie, parfois dessiner. On dessine quand même de moins en moins, mais parfois on dessine encore. Donc quels sont les usages différents de ces types de techniques. Et également, on trouve parfois dans les instructions, dans les années 20 ou 30 encore, l'idée que pour capter notamment certains gestes, par exemple, la photographie va être à prix privilégiée par rapport au film, parce que ça permet précisément de cerner des détails qui passent trop vite, en quelque sorte, quand on fait du film, même si on peut toujours faire des photogrammes et disons, arrêter la bande filmique, mais on conseille quand même parfois de faire des photographies plutôt que des films. Et c'est quelque chose qui va se recombiner, en fait. Chaque chercheur va un petit peu trouver sa manière à lui de pratiquer ces différentes techniques de façon qui lui convient et pour répondre aux questions qui lui sont propres. Mais ce qui est intéressant, et vous parliez du son aussi, c'est que lorsque le Musée de l'Homme conçoit une photothèque, il conçoit de la même manière une cinémathèque et une phonothèque, en quelque sorte. On conçoit toutes ces modalités d'enregistrement électronique comme des choses qui vont de pair et qu'on essaye de promouvoir, même si après on voit que dans les faits, par exemple, la photothèque a une existence beaucoup plus forte que la question du film pendant un temps au Musée de l'Homme pour des questions aussi techniques de conservation. Donc on va avoir des dynamiques différentes, mais des volontés en quelque sorte de promouvoir ces différentes techniques. Et je vous interrogeais aussi sur ces vitrines qui juxtaposent objets et photographies. La question faisait directement écho à une rubrique que nous avons mis en place sur Entretemps qui s'intéresse justement à la vitrine comme mise en scène de l'histoire. Et donc j'ai forcément été frappé en parcourant votre ouvrage par le nombre de photographies de vitrines qu'on y trouve. Est-ce que vous êtes intéressé particulièrement à cette unité de sens que constitue la vitrine et au type de discours qu'elle charrie? Il y aura encore du travail à faire là-dessus, parce que je n'ai pas étudié en détail la façon dont étaient composées les vitrines, mais on a clairement le mot d'ordre en quelque sorte au Musée de l'Homme, surtout déjà un petit peu au Musée d'ethnographie du Trocadéro avant 1937, mais surtout au Musée de l'Homme, c'est en effet de présenter des objets et de présenter avec les objets, et de façon, disons, sans être des grands formats, c'est quand même des photographies qui doivent être vraiment lisibles et selon des présentations tout à fait codifiées. Enfin, il y a vraiment une manière de présenter les photographies qui est tout à fait codifiée. L'idée, c'est de mettre en scène les objets et de pouvoir aider en quelque sorte le visiteur à s'imaginer la façon dont l'objet est véritablement utilisé. En fait, l'idée, c'est de rendre vivant l'objet dans ces vitrines-là. Et ce qui est intéressant précisément aussi, c'est qu'on retrouve un peu ce même type de juxtaposition dans des ouvrages à la même période. Donc on a une sorte d'articulation de photographie d'objets et de photographie de terrain, parfois dans des pages d'ouvrages anthropologiques qui viennent de la même manière reprendre ce procédé. Alors, qui de la poule et de l'œuf, ce serait quelque chose qu'il faudrait là aussi étudier. Et il y a sans doute aussi d'autres musées où on trouve ce type de vitrine et ce type de mise en scène des objets et des photographies. Mais c'est particulièrement théorisé au Musée de l'Homme et en général avec des unités qui sont géographiques et très localisées. Et parallèlement, on a ça et on a des ensembles techniques en quelque sorte. Enfin voilà, on a ces deux manières d'aborder les questions. Et je vous ai questionné tout à l'heure aussi sur cette double histoire des usages ethnologiques de la photographie et aujourd'hui des expériences de plus en plus récurrentes de retour de la photographie dans les communautés sources. Un intérêt aussi de votre travail et qu'il montre à quel point ces deux histoires sont indissociables et comment dans le cadre même des usages ethnologiques de la photographie dans la période qui vous intéresse apparaît déjà sous la forme de la photo-itération cette nécessité d'interroger aussi les communautés qu'on a photographiées sur la production de ces photographies et d'enrichir le discours historique, le discours en tout cas analytique sur ces photographies de leurs propres commentaires et des discours qu'elles suscitent chez eux.
En effet, ce qu'on voit, c'est surtout à partir des années 60-70, et ça vient à partir des États-Unis. Il y a tout un courant qui vient aussi de la sociologie, qui va développer ce qui s'appelle la photo-elicitation, qui consiste à utiliser des photographies prises sur le terrain avec des communautés sources ou des communautés photographiées pour en faire des objets de parole, en quelque sorte. On va venir commenter, on va venir poser des questions à partir de photographies qui vont devenir les supports d'une nouvelle couche d'enquête, en quelque sorte, sur le terrain. Et en fait, alors ça c'est quelque chose qui est théorisé dans les années 60, mais on retrouve parfois, enfin j'ai pu trouver des photographies qui montrent la présence de photographies sur le terrain déjà dans les années 50, et on aurait envie de savoir à quel point il y a pu y avoir ce genre d'usage sans que ce soit théorisé, ce genre de moments où des photographies ont pu être montrées, sachant que très régulièrement les photographies pouvaient être données aux gens qui étaient photographiés, dans la mesure où très régulièrement les anthropologues développaient les photographies, tiraient les photographies sur le terrain, à la fois pour que ce soit ils soient en mesure de travailler dessus, mais ça pouvait être aussi en quelque sorte une monnaie d'échange, ou du moins c'est des choses qui pouvaient être données. Encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on a très peu d'informations, mais peut-être que déjà à ce moment-là, il était possible que les photographies soient des supports à la connaissance, et puissent être des objets de parole en quelque sorte, qu'on puisse en faire des sources de connaissances aussi dans l'interaction avec l'autre. Donc en effet, c'est des choses qui arrivent dès les années 60, qui se prolongent aujourd'hui. C'est une technique relativement courante en anthologie ou en sociologie, et qui a aussi suscité moult critiques et beaucoup de... C'est aussi... qu'est-ce que cela dit du rapport qu'on a à la photographie, de l'idée que la photographie serait lisible par tous. Alors ça, c'est une question aussi qui est compliquée et qui doit être resituée. Mais il y aurait une histoire longue, en quelque sorte, à faire de cette méthode et de la façon dont elle a pu être utilisée déjà auparavant. Oui, et merci photo-élicitation bien sûr et pas photo-itération, mais c'est tout à fait passionnant effectivement cette continuité entre les usages de ce don de photographie dans le cadre du marchandage que vous étudiez, comme vous faisant partie aussi de cette agency des populations photographiées, et ces usages heuristiques du retour dans les communautés sources. Oui, ça pose aussi la question du rapport que ces communautés pouvaient avoir elles-mêmes à la photographie, c'est-à-dire à quel point il pouvait y avoir la constitution peut-être de collections, ou du moins étaient-elles des supports de mémoire, étaient-elles des supports par exemple qu'on peut pas, enfin voilà, il faudrait étudier un peu, disons, un peu une anthropologie du rapport à la photographie dans différentes régions du monde, et ça pourrait passer par une lecture plus fine des documents qu'on a déjà à portée de main. J'aurais une dernière question qui est plus une question de curiosité, parce que c'est un aspect qui m'intéresse tout particulièrement dans votre travail, qui tient aux corps qui sont fixés et figés sur ces photographies ethnologiques et anthropologiques que vous étudiez, car on connaît bien l'histoire de la constitution de types et de stéréotypes raciaux par la photographie de l'anthropologie physique. Et ce que vous montrez très bien, c'est la manière dont la photographie a pu être l'instrument pour l'ethnologie du 1er XXe siècle, d'une autre mise en savoir des corps, d'une manière de capter des gestes, des attitudes, d'une manière aussi de construire dans des vitrines, par la juxtaposition d'objets, de photographies, de leur maniement et des gestes qui supposent un savoir qui associe les corps à la culture matérielle des sociétés étudiées. Je voulais vous demander de quelles histoires des corps ces documents peuvent-ils pour vous être l'archive ? Ça me rappelle des discussions, mais c'est une question assez compliquée, je trouve. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a plusieurs régimes de représentation des corps qui vont traverser les pratiques des anthropologues, dans la mesure où les photographies, disons, anthropométriques, de photographies de face, profil, des photographies de type, comme on les appelle souvent à la fin du 19e et encore largement dans la première moitié du 20e siècle, traversent l'anthropologie française du 20e siècle sans aucun problème. Enfin, on trouve ça jusqu'aux années, disons, 60, 70, 80, sans trop de soucis. Alors, avec parfois des idéologies derrière qui vont évidemment varier, mais c'est des formes qu'on retrouve et qui sont employées. Et en effet, parallèlement à ça, on a des manières de photographier les corps et de s'intéresser aux gestes et de s'intéresser au mouvement des mains, par exemple,
qui vont se prononcer avec un grand intérêt pour l'histoire des techniques et en effet l'histoire des gestes et l'histoire des gestes techniques et de la fabrication. Donc à la fois intérêt pour la culture matérielle et pour la façon dont les peuples donnent naissance à cette culture matérielle. Mais après, pour répondre à votre question, j'avoue que ça me paraît pas évident. Ouais, non, je sais pas trop comment répondre à cette question. Ça me paraît abyssal, en fait. Merci beaucoup, Anaïs Mohuarin, pour cette passionnante entrevue. Merci beaucoup.